Ok. Donc, nous allons poursuivre notre après-midi avec une présentation de Monsieur Guillaume Lafont et de Monsieur Antonio Ferreira, de chez Pilaire, qui vont nous parler de solutions un petit peu innovantes. Vous allez voir. Eh bien, bonjour. D'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui parmi vous. On a été très honorés d'être sollicités par Monsieur Ayache pour présenter notre volant d'inertie à vos journées. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on est ici aujourd'hui. Le micro est branché, c'est bon. Bon, je vais commencer par toucher un mot donc, de qui nous sommes. La société Piler a été fondée il y a 99 ans par Anton Piler en Allemagne. Et donc on a maintenant bientôt un siècle d'expérience en haute électrique, d'abord dans les moteurs et puis depuis 40 ans maintenant dans le domaine de l'onduleur. On est présent dans le monde entier. On vient de vendre une machine récemment au Sénégal, principalement en Amérique, en Europe bien sûr, en Asie avec des gros clients comme Sony par exemple, et bien sûr aussi en Australie. En chiffre d'affaires, on a fait un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2007, en croissance de 70% comparé à 2005. Donc il y a des boîtes industrielles qui font en Allemagne de la croissance forte. Et on est donc une de ces grosses PME allemandes de 750 personnes qui se développent bien. On a à peu près 18-20% du marché européen des onduleurs de plus de 200 kVA et en gros 7% du marché mondial. Et on est numéro 1 mondialement de ce qu'on appelle l'onduleur dynamique, c'est-à-dire l'onduleur qui fait sa sinus de sortie avec un transfo tournant. Bon, ce n'est pas tout aujourd'hui, donc je passe sur la question. Notre domaine, donc, c'est 90% la haute qualité électrique. Donc, pour nous, l'onduleur, on a l'onduleur dynamique, qu'on appelle une bloc T ou R, et également une gamme d'onduleurs statiques qui vont de 100 à 400 kVA. Donc, toujours un positionnement sur les hautes puissances et la haute criticité. Je viens encore du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'accumulateurs cinétiques. Le problème, c'est d'avoir une réserve d'énergie pour un onduleur qui assure une protection fiable contre l'essentiel des défauts électriques. Et si on regarde en moyenne européenne, une statistique, on s'aperçoit à peu près que seulement 3% des coupures dépassent les 5 secondes et 1% dépassent la seconde. Bien sûr, c'est une moyenne européenne, donc à Paris, on aura des chiffres meilleurs que ça. Si on va dans le sud-ouest, ça sera nettement pire. Et si on va au Portugal, par exemple, on sera 10-100 fois ça au point de vue défaut. On vend plus effectivement au soleil souvent que dans le nord. Donc en synthèse, il nous fallait, on cherchait à avoir un accumulateur qui soit d'une puissance pour nous adaptée, donc c'est-à-dire plus d'1 mégawatt, qui en énergie puisse tenir ces mégawatts pendant 10 secondes, donc 10 mégajoules d'énergie emmagasinée. Comme on est dans haute qualité, il ne faut pas qu'il y ait des défaillances inattendues, parce que nos clients, ils vont acheter chez nous pour être protégés contre les défauts. Donc si la machine crée des défauts, bien sûr, on n'a pas rempli notre mission première. Donc une MTBF très élevée. Souvent on installé en région parisienne ou dans des sites assez chers en mètre carré, donc il faut que la machine soit très compacte. Il faut qu'il y ait bien sûr un rendement élevé. Il faut qu'elle soit flexible en température, qu'il n'y ait pas besoin de mettre de climatisation, et c'est un besoin de plus en plus critique. Maintenant, on veut faire des bâtiments qui soient verts. Alors bien sûr, si le système de protection consomme de l'énergie en plus, à cause d'une clim, ça aggrave le bilan énergétique de l'ensemble. Un système qui a une durée de vie longue également. Une maintenance réduite, parce que quand les clients ils prennent la machine pour se protéger, donc si on passe 6 mois par an en maintenance, la mission n'est pas remplie. Connaître également avec précision la charge, l'énergie disponible, et également pouvoir se recharger rapidement. Si on pense par exemple en 99, la tempête, elle a causé des coupures en rafale, c'est-à-dire qu'on peut avoir le réseau disparaît pendant une minute, revient pendant 30 secondes, redisparaît pendant une minute, et ainsi de suite. Si on est pas capable de recharger rapidement sa réserve cinétique, on va se retrouver dans le noir, ou sa batterie, enfin, ou quel que soit le système choisi. Donc c'était il y a 10 ans, on s'est posé la question. Il y a toujours d'ailleurs 3 grandes familles de réserves d'énergie. La famille chimique, donc sont les batteries qu'on a dans les voitures, qu'on a dans nos PC, qu'on a un peu partout. Les systèmes électriques, avec 2 grandes familles, les supercapacités ou les bobines supraconductrices.
Et puis les systèmes mécaniques qui peuvent être du gaz sous pression ou des volants d'inertie à basse ou haute vitesse. Bon, on est un peu court de temps, donc je vais passer rapidement. Les batteries, c'est un avantage très flexible. On peut mettre un peu ce qu'on veut en réserve de puissance et en autonomie. Je dirais jusqu'à 1 MW, c'est très facile. Et puis on peut avoir 5, 10, 15 minutes, 60 minutes d'autonomie sur des batteries. Inconvénient connu, le vieillissement et puis qui fait qu'après 5-6 ans, on ne sait plus très bien qu'on a pris une batterie 10 minutes, s'il reste effectivement 10 minutes, 5, 3, 4, enfin, et puis la recharge également lente. Donc si on a des coupures en rafale, qu'on a vidé pendant 3 minutes les batteries, il faut plusieurs heures pour recharger. S'il y a une seconde coupure de 3 minutes, on risque d'être dans le noir. Et bien sûr, il y a également des problèmes maintenant de recyclage. Une batterie, c'est du plomb. Et du plomb neuf, donc je dirais également d'un point de vue économique, le cours du plomb est multiplié par 5 depuis 5 ans. Pour quelqu'un qui achète maintenant un système qui va durer 20 ans, qui aura une batterie à changer dans 7-8 ans, c'est une grosse question de savoir combien coûtera sa batterie dans 8 ans. Et de plus en plus maintenant de gens qui à l'époque ne s'intéressaient pas au volant d'inertie, maintenant s'y intéressent parce qu'avec un volant, on sait effectivement où est-ce qu'on va, il n'y a pas de coût incertain, pas de risque financier. Système type bobine supraconductrice, ben là on a des électrons qui sont dans une bobine refroidie dans un matériau qui doit être supraconducteur. C'est intéressant, c'est amusant comme solution. Le problème, c'est d'avoir un système de refroidissement à quelques degrés Kelvin qui soit fiable et efficace. Bon, IDF a testé un système en région parisienne il y a quelques années qui a terminé en fumée, donc c'est pas encore tout à fait au point. Les systèmes mécaniques à gaz, c'est tout simple, on comprime du gaz et puis quand on a besoin d'énergie, on détend le gaz qui va activer une génératrice, un alternateur et donc on crée de l'électricité. C'est un système d'ailleurs qu'on regarde nous actuellement. Et puis le système cinétique avec deux types, les volants haute vitesse, c'est-à-dire des volants qui sont à plus de 25 000 tours. Le volant doit être dans le vide pour ne pas avoir de frottement. C'est également des volants qui ont besoin de conversion à très haute fréquence, donc avec transistor IGBT, pour pouvoir ensuite cracher du courant continu ou du courant à 50 Hz, qui a donc besoin de vide. Donc la gestion du vide est aussi complexe, parce qu'avoir un système qui maintienne le vide pendant plusieurs années sur une installation industrielle, ce n'est pas toujours facile à faire. Nous, on n'a pas réussi. Et puis également des roulements spéciaux. Et on vient aux volants basse vitesse. Donc, ce sont des volants qui ont une vitesse en gros de moins de 6000 tours. Ce sont des machines qui utilisent des roulements classiques industriels et qui ne marchent pas sous vide. J'ai ici un tableau de synthèse en gros des différents systèmes possibles. La comparaison date d'il y a à peu près 10 ans. On la refait en permanence en gros. Donc les chiffres actuellement sont en gros les mêmes. Enfin, il y a des évolutions, les supercaps sont un peu plus puissantes, mais elles ont également des problèmes de vieillissement, enfin des problèmes de capacité. Donc on voit effectivement les différentes... C'est vrai qu'il faudrait un pointeur. Donc les critères fiabilité, encombrement, durée de vie de la machine, etc. Et la synthèse, à l'époque, on le voit un peu d'ailleurs sur ces diagrammes. Ici, c'est un diagramme, donc on a la puissance en axe vertical et l'énergie stockée en axe horizontal. Le besoin qu'on avait, donc plus d'1 mégawatt et en gros 10 secondes d'autonomie. On est au centre du diagramme et ça recouvre parfaitement l'espace d'optimisation des solutions volant basse vitesse. Et si on regarde d'un point de vue financier, donc le coût en dollars par kilowatt en axe vertical et l'autonomie fournie en axe horizontal, on retrouve également avec c'est la patate verte, vert clair, du volant basse vitesse, on est exactement dans la plage qui recouvre le besoin d'un onduleur, c'est-à-dire avoir 10-20 secondes d'autonomie et un coût relativement raisonnable. Donc la solution qu'on a retenue était un volant basse vitesse, qu'on voit ici en coupe 3D. Les raisons, à la base, effectivement, on est dans le métier de la haute qualité électrique, donc la raison de base, c'était être fiable. Ensuite, il fallait une forte puissance. On a la forte puissance.